Voilà, on va parler cybersécurité avec nos deux experts. Je vous remercie de les accueillir. Voilà, mettez-vous tous les deux là au centre. Hervé et Sébastien, merci messieurs d'être avec nous. Alors Hervé Le Costumaire, directeur du déploiement et des services de SFR Business. Bonjour. Bonjour, Hervé, merci. et à vos côtés, Sébastien Vieux, consultant cyber-évangéliste chez Storm Shield, acteur américain. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Sébastien, merci d'être avec nous. Alors on va... Évidemment, on vient de voir des exemples, mais qui... Pas américain, français. Oui, français, pardon, oui, Storm Shield, entendu. Au fond, première question, tiens, je vais me tourner vers vous, Hervé. Alors, on sait qu'aujourd'hui, je ne vais pas refaire tous les débats, parce qu'on en a parlé depuis ce matin, il y a de plus en plus d'attaques, les ransomware, ça peut rapporter gros. Tout à l'heure, Christian Poyeux disait, oui, des petits malins, mais ils sont beaucoup plus que petits et beaucoup plus que malins, en plus, parce qu'ils utilisent de l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le dark web, on a des pirates qui se revendent, qui ont même des entreprises qui font des communiqués de presse, qui font des promos sur leurs outils d'attaque nouveautés. Enfin, on voit vraiment tout un tas de choses qu'on aurait du mal à imaginer. Et justement, ma première question, Hervé, c'est qu'est-ce qui a vraiment changé là ces 2-3 dernières années autour de la cyber ? Hormis le fait, évidemment, qu'avec le Covid, on s'est retrouvé chez nous, en télétravail, donc des failles potentielles. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui, pour vous, fait qu'aujourd'hui, ça s'accélère ? Eh bien, vous savez qu'on est dans un environnement de transformation digitale importante des entreprises. Et ce qui s'est passé depuis 2 ans, et associé évidemment aussi à la crise que nous avons tous traversée, c'est que ce grand mouvement s'est largement accéléré dans toutes les entreprises. Il y a une étude qui a été faite par le Crédoc là, pour la DGE il y a quelques semaines qui dit qu'en l'espace de 2 ans, on est passé de 37% à 66% des entreprises qui aujourd'hui disposent d'un site web qui présente ne serait-ce que l'activité de leur entreprise. 37-66, vous voyez, c'est un mouvement extrêmement massif, important. On pourrait citer l'évolution importante aussi de plateformes de collaboration au sein d'une entreprise avec ce même ordre de grandeur d'évolution. Donc des changements très importants qui font qu'on va passer d'un monde où on pouvait avoir un écart très faible entre l'utilisateur et la donnée, avec un serveur qui se trouvait à proximité de l'utilisateur. Et on est de plus en plus dans un monde où on a créé quelque part un espace géographique, un espace numérique entre l'utilisateur qui va être soit dans l'entreprise, soit chez lui, avec des données qui vont se trouver dans des data centers très éloignés, alors centralisés dans l'entreprise ou dans le cloud public. Et donc cet espace engendre tout un tas de vulnérabilités évidentes. La première que je citerai, et qui est peut-être pas intuitive quand on parle de cybersécurité, on va y venir après, c'est un enjeu de disponibilité de l'information. Donc en tant qu'opérateur, on est un peu au centre de ces sujets-là qu'on voit tous les jours. Je ne sais pas si vous savez combien il y a de chantiers qui se passent en France tous les jours, tous les mois. Vous avez à peu près 120 000 déclarations de chantier par mois. Donc c'est autant de risques pour qu'on vienne arracher une fibre, un câble de cuivre, etc., qui vont mettre en péril finalement votre accès à Internet. Et si vous n'avez pas la disponibilité de l'information, vous pouvez perdre l'activité de votre entreprise. C'est un premier risque qui est extrêmement important, d'où tous les enjeux de sécurisation de l'accès, de secours du fixe par le mobile, etc., pour lesquels on est largement engagé. Et puis vous avez un deuxième risque, et ce risque qui apparaît de plus en plus de cyber, ou du fait même que vous allez avoir un collaborateur qui va se trouver à son domicile, sur un poste de travail qui n'est peut-être pas le sien, qui va accéder à des données de l'entreprise qui sont peut-être dans un cloud public, donc en dehors de l'entreprise. Donc on voit bien que cette surface d'attaque, le risque de vulnérabilité est beaucoup plus important depuis 2 ans. Et puis à côté, je le disais à l'instant, on a des pirates qui se sont professionnalisés, qui ont, enfin voilà, il y a aussi, et c'est un marché qui rapporte gros aujourd'hui, et notamment via les ransomware. C'est ce qu'il y a. Où là, ces derniers mois, ça s'est considérablement... Parce que là, sur ce qu'a rapporté les ransomware, on parle en milliards d'euros. Absolument. Je vais laisser la parole à Sébastien. Mais oui, on estime que 57% des entreprises ont été attaquées l'année dernière. Avec, alors on parle, les chiffres varient, mais on parle de x4 sur les ransomware, par exemple. Et évidemment, on n'est plus, vous le disiez tout à l'heure, pas simplement sur le petit génie qui vient pirater l'entreprise. On est sur une véritable cybercriminalité, avec des risques de défense nationale, d'attaques de différents pays, de déstabilisation de certains pays. On a une attaque qui est assez célèbre, qui a gravement perturbé un de nos fleurons de l'industrie française il y a quelques années, qui est arrivé par l'Ukraine et qui, par les connexions d'entreprises sur toutes les filiales du monde, est venu pénétrer les systèmes en France.
Donc oui, on est sur un monde d'attaque qui est beaucoup plus large et beaucoup plus dangereux. Oui, on parlait de Saint-Gobain notamment, pour pas le C'était citer. ça. mais il y en a eu d'autres. Aux États-Unis, on a vu Colonial Pipeline qui a été obligé de fermer des stations-service causant des troubles monumentaux sur le trafic américain, trafic aérien et trafic routier. Aujourd'hui, Sébastien, qui attaque, qui est visé? Souvent, quand on était une petite entreprise, on se sentait pas forcément une cible, mais aujourd'hui, voilà. Caché, en tout cas. On ne se sentait pas accessible, surtout parce qu'on n'était pas exposé. Et aujourd'hui, alors, qui attaque, on en a un peu parlé, mais vous allez nous en redonner un peu des exemples. Il y a de la mafia, il y a des organisations, il y a des favelas, il y a tout un tas il y a tout un marché derrière. Et puis, qui est visé? Aujourd'hui, ça s'adresse à toutes les entreprises. Oui, alors déjà, sur le qui attaque, c'est vrai, on en a parlé très vite, mais il y a aujourd'hui un véritable écosystème de la cybercriminalité avec des créateurs, des concepteurs de malware, des développeurs, avec des distributeurs qui les vendent, qui les distribuent à l'ensemble d'un écosystème d'opérateurs qui, eux, opèrent le malware et vont réaliser les attaques. Alors là, on parle pour la partie menace de rançonnage qui vise à faire de l'argent. Donc, pour cette partie de l'écosystème de la menace, la cible, elle est claire. La cible, c'est, comme c'est faire de l'argent, le plus vite possible, le plus simplement possible, on va où? On va sur le plus vulnérable et sur celui qui est le plus enclin à payer, on va dire. Donc les cibles, elles découlent de ce raisonnement logique. Ceux qui sont le moins préparés, ceux qui sont le moins protégés, ceux qui ont le moins d'expérience et ceux qui ont potentiellement le plus d'argent, ou en tout cas qui vont le moins rechigner à payer. Et on a vu beaucoup le système de santé être attaqué en partie pour cette raison. Les hôpitaux. Les hôpitaux, puis les mairies aussi. L'exemple de la vidéo était très, très parlant. Mais voilà. Et c'est vrai que ces groupes de cybercriminels, aujourd'hui, ils ont des revenus qui dépassent le milliard d'euros pour plusieurs groupes. Les demandes de rançon, aujourd'hui, on est sur plusieurs millions d'euros. On voit qu'il y a un job qui est en train d'émerger. Le job, c'est négociateur de rançon. J'allais le dire, oui. Voilà. Donc quand on voit qu'on en est là, on se dit qu'il y a un problème. Et ça, c'est que pour la partie, je veux dire, cybercriminalité mafieuse, on va dire, qui vise à faire de l'argent. Il ne faut pas oublier qu'à côté, il y a toujours la cybercriminalité plus d'ordre géopolitique, étatique, on lui donne le nom qu'on veut, où là, l'objectif, c'est de déstabiliser des États, c'est de voler du secret d'État ou du secret industriel. On a eu un exemple, c'était il y a 2-3 mois avec Pegasus. Oui. Ça vous parle, ça, Pegasus? C'est la petite partie émergée de l'iceberg. En réalité, il y en a beaucoup plus. Donc ça, c'est une autre menace qui est à mon sens... Pegasus, qui est un logiciel d'une entreprise qui a pignon sur rue. Oui, ça, à la limite. Mais voilà, oui, mais qui a été utilisé malicieusement. C'est ça. Puis, les logiciels de certains pirates pourraient, imaginer, avoir pignon sur rue aussi. À un moment, quand on fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires quelque part, on commence à avoir pignon sur rue. Et la dernière partie, donc la partie étatique, très très dangereuse et vraiment à prendre en compte. Et nous, on s'y attache chez Storm Shield, ça fait partie de notre job en tant que société également qui travaille sur la souveraineté. Et on a aussi les attaques. Je ne vais pas parler de supply chain, on en reparlera, la supply chain au sens fournisseur vis-à-vis de sociétés, mais je vais parler de supply chain logicielle. C'est-à-dire tous ces programmes qui sont utilisés par d'autres programmes et qui peuvent être eux-mêmes piratés. Alors on a eu l'exemple de SolarWinds, on a eu l'exemple de CodeCov, peut-être un peu moins médiatisé celui-là, je ne sais pas si ça vous parle, mais il a fait du dégât. Dernièrement, on a eu un repository, un dépôt, pardon pour les termes techniques, mais un dépôt de script Java qui était utilisé par énormément de programmes, qui a été piraté. On a mis dedans un stealer, un voleur de password, et il a été diffusé dans plein de logiciels. Donc ça, c'est toute la supply chain logicielle. On peut se retrouver pour un programme informatique développé pour la médecine, pour de la compta, pour n'importe quoi, en embarquant des bibliothèques pirates. Parce qu'il faut savoir qu'un logiciel utilise à peu près entre 50 et 70% de code qui n'est pas développé par l'entreprise qui vend ce logiciel. C'est du code rapporté. Ce sont des bibliothèques, des programmes support. Donc une autre menace qui peut-être pour compléter, Sébastien, si tu prends l'exemple d'Orion de SolarWinds, en fait, ces attaques de supply chain, il faut bien comprendre qu'on est dans un système où en fait vous embarquez chez vous des suites logicielles, vous en avez partout, et ces suites logicielles, elles communiquent nativement
avec des éléments de l'éditeur qui sont centralisés, qui sont dans le moteur de l'éditeur, si vous voulez. Donc vous allez avoir, ne serait-ce que vous allez comprendre immédiatement, tout ce qui est mise à jour logicielle régulière. Et dès lors que vous avez à l'intérieur de vos murs, de votre entreprise, un système qui communique automatiquement avec l'extérieur, vous ouvrez une faille évidente de sécurité. Et dès lors que l'éditeur lui-même est confronté à une attaque, une vulnérabilité, c'est immédiatement en péril des dizaines de milliers d'entreprises. C'était le cas de SolarWinds. Donc c'est des impacts colossaux. Sur cette affaire qui avait été très médiatisée, SolarWinds, vous avez certainement entendu parler. On disait que pour une fois, c'était la première fois que les pirates attaquaient plutôt l'armurerie que la bijouterie. Oui, c'est ça. Ils se sont introduits dans l'armurerie, voilà, puis de là, ils étaient beaucoup mieux armés pour aller... Avec 4 attaques successives, plusieurs malwares qui ont été identifiés, etc. Donc c'est quelque chose de... par étape et qui va en profondeur dans la vulnérabilité. Alors justement, Sébastien, cette surface d'attaque, elle a considérablement évolué aujourd'hui, parce qu'on a de l'IoT, on a beaucoup d'objets connectés, on a du cloud, même si le cloud est censé être sécurisé, mais il faut quand même y aller jusqu'à ce cloud. Et ça veut dire que pour une entreprise, elle doit analyser toutes les menaces, alors les menaces logicielles, elle doit donc l'aspect technique, les menaces aussi, moi j'appelle ça de l'ingénierie sociale, on connaît l'histoire de la fraude au président, donc c'est se renseigner toutes les traces que vous pouvez laisser sur des réseaux sociaux. Ça peut être récupéré par des pirates. Alors là, c'est vraiment, ils vont vous cibler et à partir de là, ils vont usurper votre identité. Au moins pour une affaire, on en voit assez régulièrement. Les enjeux géostratégiques aussi. Est-ce que son entreprise vient de signer un contrat avec un pays qui n'est pas forcément bien réputé, ou alors ou dans un secteur pétrolier, vous avez tous les activistes qui vont vous tomber dessus. Voilà. Il faut vraiment regarder à 360 degrés pour se dire pourquoi mon entreprise peut être une menace. C'est ça, et on parlait de biomédical, là, le vol de l'IP, le vol de la propriété intellectuelle également. Une société, elle doit... c'est difficile de connaître l'ensemble des menaces parce que y en a qui vont émerger qu'on ne connaît pas d'avance. On connaît l'ingéniosité de ces cybercriminels, et d'ailleurs pas que des cybercriminels, de l'ensemble des services secrets qui veulent récupérer de l'information. Donc je pense qu'à minima, il faut se dire que tout peut arriver, quoi, et essayer de protéger sa valeur, la valeur de sa société. Alors on va en parler après, notamment avec les analyses de risque, mais il faut bien se dire qu'aujourd'hui la société, une entreprise, quand je dis la société, mais la société aussi d'ailleurs, dépendent du numérique. On a une très forte dépendance. Si le numérique tombe dans une société, ça peut être la faillite. On a eu le cas de Lise Charmel, que je reprends souvent. Si un ensemble de sociétés d'entreprises tombent, ça peut être un problème pour la société en tant que telle. Donc je pense qu'il ne faut pas le négliger. Oui, c'est ça, il ne faut pas le négliger. Là. Ça devient vraiment critique. C'est une question de survie pour les boîtes. Je dirais qu'on est assez habitué à se dire que dans l'entreprise, naturellement, on imagine que les postes de travail sont exposés, que les serveurs sont exposés, que tous les équipements d'infrastructure réseau sont les lieux d'exposition naturelle de toutes les attaques de sécurité. Mais dès lors qu'on va exposer des nouveaux objets, l'objet, ça va être, on parle d'IoT, on parle d'industrie 4.0, tout ça, c'est de nouvelles expositions, on va ouvrir des failles. Dès lors que vous êtes avec votre mobile, vous imaginez bien, là-dedans j'ai un peu de données de l'entreprise, vous exposez l'entreprise à des risques. Donc dès lors qu'on va confronter l'entreprise avec de nouveaux usages, on sait qu'on a un sujet qu'on doit traiter et qu'on doit anticiper. Hervé, justement, pour vous, les étapes à ne pas manquer quand on met en place sa stratégie de sécurité. Alors, il y a la base, les antivirus, les anti-malware et tout ça, mais voilà, par où il faut commencer? Est-ce qu'il faut faire une cartographie tout d'abord? On va dire, les grandes entreprises ont déjà leur responsable de la sécurité, oui, bien sûr. Mais voilà, plus on descend en taille d'entreprise, et aujourd'hui c'est le cas, on a quand même un maximum de petites entreprises qui sont, on vient de le dire, des cibles potentielles. Voilà, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Alors, sans tout confier non plus à... Enfin, ça peut être... une idée de confier à un opérateur, de confier. Tu as raison. N'hésitez pas. Mais voilà, mais même si on le confie, sur quel point il faut être vigilant. Oui, alors bien sûr, j'espère que tous les maires de France sont un peu plus affûtés que celui qu'on a vu dans l'exemple tout à l'heure, mais le point de départ, il est évident, c'est être conscient du risque qui est encouru. Si on commence par se dire que la sécurité est un sujet qui ne vous concerne pas, je pense que vous êtes sûr d'encourir de risques très importants. Vous savez, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui ont été attaquées
et il y a celles qui vont être attaquées. Donc si vous ne prévenez pas ce risque-là, vous êtes sûr d'avoir des dommages extrêmement importants. Donc il faut avoir conscience de ce risque-là, dès lors que vous êtes dans un monde digitalisé avec du numérique, forcément, vous devez vous poser cette question de vos enjeux et des risques principaux. Donc ça va commencer évidemment par une analyse de risque, par la mise en place de solutions progressives de sécurisation, en partant d'utilisateurs jusqu'à la donnée, avec des mécanismes ensuite d'opération puis d'amélioration continue. Je vais peut-être laisser Sébastien développer le sujet. Ben, tu as dit beaucoup de choses déjà, et déjà, voilà, la prise de conscience, le mettre au niveau COMEX, la cybersécurité, c'est des décisions au niveau COMEX, affecter des moyens, parce que sans moyens, on ne fait pas grand-chose. Ensuite, on fait d'abord la théorie, donc l'analyse de risque. Où sont mes ressources critiques ? On dit souvent que c'est dans les ETI, grandes entreprises, c'est entre 5 et 10% du budget informatique qui doit être consacré à la cyber. C'est ça, alors on en reparle un peu après, mais c'est entre 10 et 15 même. Et ça, c'est quand on a déjà fait de la sécu. C'est pas quand on doit rattraper le retard. On a déjà la base. On a déjà la base. Mais l'analyse de risque, encore une fois, j'insiste parce que c'est très important. C'est là qu'on va pouvoir identifier dans une société quelles sont les ressources, que ce soit serveur, que ce soit appli, que ce soit poste, les plus critiques et celles qu'on doit vraiment protéger pour conserver la valeur de la société, conserver les assets, voir comment on peut fonctionner en mode dégradé si l'outil numérique disparaît. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a plein de boîtes qui finalement... Les hôpitaux, on l'a vu, on y repartit. Et voilà, et finalement, ça a fonctionné en partie. On a perdu un peu de productivité, mais ça fonctionnait. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. C'est quand on voit qu'on ne peut pas s'en passer et que le risque est trop grand. Et on fait du Pareto, en principe de Pareto. On va mettre avec 20%, on va couvrir 80%. C'est aller chercher les 20% restants qui va être très très difficile et qui va demander beaucoup d'argent. Mais déjà, si on fait les 80... Et c'est aussi dans l'analyse de risque qu'on va aller voir quelles sont les applications stratégiques. Parce que tout n'est pas forcément à sécuriser au niveau... c'est ça, on va cibler vraiment le plus critique, protéger le plus critique. Alors on fait bien attention, et dans l'analyse de risque, ça fait partie du jeu. Parfois, on se rend compte que le critique est accédé par des choses pas critiques. Et du coup, ça élève le niveau de criticité de ces accès distants, par exemple. Et pour les toutes petites entreprises... je pourrais vous conseiller, on pourra donner les liens après certainement, mais il y a un petit guide qui est très bien fait, qui indique en 12 points quelques points de sensibilisation. Et donc je vous inviterai volontiers à regarder les 3 premiers pour savoir si déjà après 3 vous êtes déjà un peu dans le rouge ou pas. Donc ça va partir du mot de passe, est-ce que vous mettez à jour les patchs sur les postes de travail ou les serveurs, etc. Des choses qui peuvent paraître évidentes, mais vous allez voir assez vite que je pense qu'on trouve certaines actions évidentes à mettre en place très rapidement. Et puis après, il y a des sites sur lesquels on peut aller, les cybermalveillances, ce genre de sites. Bien sûr, ça fait partie des ressources qu'on pourra indiquer. Parler ce matin, mais l'initiative cyber alerte mise en place par le MEDEF, donc qui envoie un message d'alerte lorsque sur le principe de l'alerte météo à tous ceux dès qu'il y a des choses qui sont repérées. On en parle souvent, c'est évidemment 80-90% des failles, c'est l'humain, c'est toujours ce que l'on dit. Donc formation, sensibilisation. Et là, je pense qu'il faut vraiment insister parce qu'on se rend compte que souvent, moi, je connais des instituts de formation qui ont formé des utilisateurs et le lendemain, on leur tend 2-3 pièges et hop, c'est parti. C'est fou, hein. Comme quoi, c'est pas efficace. Comme quoi, ça ne suffit pas. Comme quoi, ça ne suffit pas. Ouais. Mais en fait, c'est assez logique. C'est assez logique parce que quand on est utilisateur de l'outil informatique, on nous a toujours appris que l'outil informatique, c'était la liberté. Il y a un attachement à la liberté avec l'outil informatique. C'est pas comme quand on manipule une scie circulaire. Là, on voit tout de suite qu'on peut se couper un doigt. Et encore, ça continue d'arriver, des doigts coupés. Donc, le parallèle est assez, entre la sûreté et la sécurité est assez juste. Donc, je pense qu'il faut utiliser les mêmes techniques en sécurité. C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser individuellement. Et responsabiliser individuellement, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, on est conscient, on sait qu'on est une cible, on est conscient que nos actions mettent en danger l'entreprise et on est conscient que l'outil qu'on a, c'est un outil d'entreprise, c'est pas un outil de liberté et un outil de... Voilà, c'est difficile psychologiquement d'arriver à représenter l'outil informatique comme un outil d'entreprise pur.
Et il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. J'ai pas la réponse absolue. On parle aujourd'hui, on s'y est tous mis, l'hygiène sanitaire. Peut-être que c'est ça, l'hygiène numérique, quoi, de faire attention à les clés USB quand on les installe, sur quel site on se connecte, le Wi-Fi quand on est dans un aéroport ou dans un hôtel, éteindre sa machine. On parlait ce matin, c'est vrai que dans le train, faites l'exercice, mais combien de fois on peut revoir l'écran de quelqu'un de 3 écrans. Alors quand tout le monde va à la même convention, on imagine dans le train il y a son concurrent, donc on connaît quelques affaires comme ça. Ouais, c'est vrai. On est toujours en fait dans un sujet où on ne perçoit pas forcément immédiatement le risque pour soi-même ou le risque qu'on fait encourir à l'entreprise. Quand vous conduisez une voiture, vous savez très bien que si vous ne mettez pas la ceinture de sécurité, vous prenez un risque pour votre vie. L'effet est immédiat, vous le voyez très bien, c'est extrêmement tangible. Sur la sécurité, c'est un des problèmes. C'est pas si évident que ça de mesurer le risque qu'on fait prendre. J'ai eu un collaborateur hier qui a reçu une alerte justement de notre centre de sécurité sur le risque qu'il venait prendre sur des données qu'il avait expédiées à l'extérieur. Et je trouve ce mécanisme assez intéressant. C'est-à-dire que le mode de formation qui consiste à dire j'ai formé mes équipes et puis pendant 6 mois il ne se passe rien, je les ai formés donc c'est bon, tout va bien se passer. Ça peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre la sécurité. Oui. Et donc tous les mécanismes qui vont faire en sorte que, quelque part, on accompagne tous les utilisateurs dès lors qu'ils peuvent faire encourir un risque à l'entreprise, parce qu'il s'est passé quelque chose et qu'on en profite de ce qui s'est passé pour passer des messages, ça entretient un message permanent de sensibilisation et je pense que c'est beaucoup plus vertueux et beaucoup plus efficace. Je pense aussi qu'il faudrait responsabiliser à tous les étages de la société, que le RSSI est trop souvent vu comme le responsable de la sécurité et celui un peu sur qui tout repose. Alors que quand il y en a un. Quand il y en a un, exactement, ou un DSI même. Alors effectivement, c'est des personnes importantes qui ont le rôle technique, le rôle de référent, le rôle de sensibilisation, mais moi, je pense que chaque manager devrait avoir une cyber-responsabilité et chaque utilisateur doit avoir une cyber-responsabilité. Donc, dans des usines ou en sûreté, on a tous la responsabilité de mettre des chaussures de sécurité, de mettre le casque et de protéger le voisin. On a des panneaux, il y a eu 0 accident depuis 100 jours. Il va falloir en arriver à la même chose en cybersécurité et se dire dans les objectifs de chacun, un objectif c'est de garder son poste propre et de ne pas se faire pirater. Ça fait partie des objectifs. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a des patrons qui se sont fait virer, et pas le DSI ni les RSSI, vraiment le PDG. Non, mais c'est vrai, on n'en est pas encore là, je pense, dans les mentalités, mais je pense que c'est des enjeux de ressources humaines et de management qui sont extrêmement importants. Alors, comme on est dans un atelier, dans le très concret, Sébastien, Hervé, comment on réagit face à une crise là, il se passe quelque chose, ça y est, on est embarqué dans tout ça. Comment on gère cette crise? C'est quoi on sait toujours comme dans tout incident, quel qu'il soit, les premières minutes, les premières heures sont essentielles. Comment ça se passe les gestes de premier secours. Oui, alors c'est un bon parallèle parce que je pense qu'on peut faire le parallèle avec tout ce qui est accident de la route. La première chose à faire quand il y a un accident de la route, vous êtes témoin d'un accident de la route, c'est pas de commencer à soigner vous-même la victime, c'est de protéger pour éviter le suraccident. On est dans la même démarche, c'est-à-dire qu'il y a une attaque de sécurité qui arrive, il va falloir commencer par tout isoler, tout couper, circonscrire le problème et l'arrêter immédiatement parce que vous ne maîtrisez absolument pas la propagation qui peut se faire. On parle de ransomware. Si vous avez tout votre système d'information sur tous les pays du monde où vous êtes qui commence à être crypté, vous allez passer des jours extrêmement compliqués. Donc il faut immédiatement circonscrire le problème et couper la propagation. Et évidemment, vous ne remettrez en place quoi que ce soit que dès lors que vous êtes certain qu'il n'y a plus d'infection et qu'il n'y a plus de mal, y compris sur les sauvegardes d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un mécanisme très long qui répond à certaines règles. Et puis je voudrais dire aussi que, évidemment, la première chose pour savoir comment réagir, c'est qu'il faut le savoir dès aujourd'hui. Il ne faut pas attendre l'attaque pour se poser la question de la réaction ou de sortir le guide de la réaction. C'est une organisation qu'il faut mettre en place, une réflexion en tout cas qu'il faut mettre en place dès aujourd'hui. Sur des grandes entreprises, ça veut dire qu'au moment où il y a l'alerte, la détection de la cyberattaque, on doit pouvoir dérouler immédiatement un dispositif qui a déjà été étudié à l'avance et qui va donner un rôle à chacun et des règles appliquées immédiatement. Donc c'est des questions qu'il faut se poser avant. La première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est la réaction à avoir, c'est surtout d'anticiper. Donc après, c'est déjà un peu tard. Il y a des règles, elles sont établies, on les partage. Mais évidemment, il faut que vous anticipiez cette question-là au sein de chacune de vos organisations.
Ouais, je pense que tu as quasiment tout dit, mais il y a Oui, surtout que dans certaines entreprises, ils savent déjà que faire en cas de gestion de crise sur le métier de l'entreprise. Oui. Dans une usine, je pense que si je sais pas, il y a une fuite d'un appareil, tout le monde sait que faire. Par contre, en informatique, je prendrais juste un exemple d'un célèbre constructeur d'avions européen qui, a 6-7 ans, ont eu une affaire de piratage. Ils se sont rendus compte, quand ils ont créé la cellule de crise, que dans la cellule de crise, il n'y avait personne de l'informatique. Alors que c'était une fuite de data qui avait entraîné qu'il y avait une série d'incidents qui avaient bloqué la chaîne de production et quelque chose. Et on reprend le parallèle de la sûreté. Hein, on a tous en tête des exercices d'évacuation de bâtiments. Donc la crise cyber, c'est un peu pareil. Un autre point, donc évidemment anticiper, surtout aussi ne pas rester seul. Je pense que l'un des sujets, c'est de ne pas mettre un mouchoir dessus et puis c'est de se faire aider. Il y a cybermalveillance, il y a les cybergendarmes, il y a des prestataires, des opérateurs, des intégrateurs, des sociétés de conseil. Ultime, il y a l'ANSSI, mais qui s'adresse plutôt aux grands opérateurs. Je vais la mettre de côté volontairement, même si je loue son travail. Et là, si je peux donner un conseil très pratico-pratique, faites des sauvegardes non connectées, accessibles, via un outil qui ne peut pas, lui, être piraté aussi, parce que c'est bien si la sauvegarde est accessible par un robot, mais que le robot est HS, il n'y a plus de sauvegarde. Faites des sauvegardes et testez-les. J'ai trop souvent des personnes qui font des sauvegardes, des sociétés, mais qui ne les testent jamais, et quand on en a besoin, la sauvegarde n'est pas bonne. Ouais. Donc vraiment, l'anticipation première, avoir des sauvegardes non connectées, non accessibles, comme ça, si vous êtes piraté, au moins vous pouvez repartir de zéro. C'est la seule différence par rapport à un accident de la route. On peut pas repartir de zéro. On n'a pas. Alors l'humain réparé arrive, hein, mais pas assez vite. Donc pour l'instant, il peut pas. Donc les sauvegardes. Et vraiment et les mises à jour aussi également. Les mises à jour Ça, c'est pour éviter de se faire trop pirater facilement. Mais oui. Non, mais tu as raison. Enfin, c'est sûr que si quelque part on a le coffre-fort, on a les données pures qui sont prémunies de tout risque, c'est la base. Et tu as parfaitement raison. Sauvegarde, t'es connecté. Si on peut retenir quelque chose, je pense que c'est un très très bon élément. Mais moi, je voudrais apporter quelques bonnes nouvelles aussi. Hein. On parlait des ransomware tout à l'heure. Il y a 2 ans, il y avait la moitié des ransomware qui aboutissaient effectivement encryption, je ne sais plus comment on dit maintenant en français ou en anglais, des données, on n'en était qu'à un quart l'année dernière. Donc on commence à avoir des solutions qui arrivent à prévenir l'impact de ces attaques. Donc je pense que c'est quelque chose et aussi peut-être par les mesures qui ont été prises dans les entreprises, quelque chose qui est à souligner. On a parlé du budget là très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que le cloud c'est la solution ? Pardon, excusez-moi. Est-ce que le cloud c'est la solution ? Point de vue budgétaire, le cloud c'est... Alors, ça peut être une solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a des solutions à chaque cas d'usage. Et donc, ce qu'il faut, c'est être dans le bon cas d'usage, de prendre la bonne solution pour le bon cas d'usage. Le cloud a plein d'atouts, l'agilité, la rapidité de déploiement. C'est génial pour plein de choses, d'économie aussi. Hein. Quand on est sur du PaaS ou du SaaS, on n'a pas les mises à jour à faire, on n'a pas de gestion. Il y a plein de bonnes choses. Maintenant, il y a un inconvénient au cloud, c'est de ne plus maîtriser les coûts. C'est que souvent, il y a des boîtes qui vont dans le cloud ou vont dans le SaaS et elles mettent le doigt dans l'engrenage, alors notamment avec nos chers acteurs américains qui ont une super technique, c'est qu'ils donnent un peu le produit et puis après, faut payer. Hein. Et on se retrouve souvent avec des budgets qui explosent de 400%. C'est à peu près il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, c'est à peu près le ratio. Donc oui, le cloud, c'est très très bien, mais il faut faire très attention aux coûts. Il y a un job qui est né de ça, c'est un job de contrôle des coûts du cloud. Alors il y a un terme anglais. FinOps. Merci. Frédéric, je l'avais plus. FinOps qui gère justement cette notion de coût dans le cloud. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors moi, je dirais juste sur le cloud que c'est pas la cybersécurité qui va guider le fait que vous alliez ou pas sur des solutions dans le cloud. Je pense que ce sera d'autres vecteurs. En revanche, on va avoir des solutions de cybersécurité qui fonctionnent avec le cloud ou qui sont dans le cloud et qui permettent d'avoir une mutualisation de toute la recherche qui peut être faite et de la force de frappe de ces solutions qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, les systèmes que vous allez mettre sur les postes de travail sont des systèmes qui vont communiquer avec l'extérieur et qui permettent une réaction extrêmement rapide, qui permettent d'informer la communauté des nouvelles attaques de telle sorte qu'on puisse y répondre rapidement. Donc,
en ce sens, vous allez avoir des prestations de services dans le cloud qui deviennent des solutions incontournables pour adresser le périmètre de la cyber. Et je rebondis aussi sur le choix du cloud, aussi faire attention à ce qui est inscrit dans le contrat. Enfin, bien comprendre que la sécurité, parce qu'on l'a vu, alors Michel Paulin était là tout à l'heure, quand il y a eu cet incendie chez OVH, il y a beaucoup d'entreprises qui pensaient que voilà, tout était sauvegardé 2 fois, 3 fois. En fait, elles n'avaient pas signé le bon contrat. Alors, c'était pas OVH Cloud qui leur avait caché. Ils avaient pris la version la moins chère. Dans la version moins chère, il n'y avait pas cette solution qui était entre vous. Et ça aussi, souvent, on se dit, tiens, je délègue tout et puis moi, je suis tranquille. Il faut se méfier, faut se méfier de la perception qu'on a de ce mot cloud, qui a l'air un peu magique vu de l'extérieur, et de la réalité technique derrière. Et un autre point qui a été aussi soulevé par les précédents, par M. Paulin et M. Poya, si je ne dis pas de bêtises. Poyo, pardon, et qui est l'extraterritorialité et les notions de souveraineté derrière le cloud. C'est qu'une fois qu'on met nos données dans le cloud, il faut s'assurer de savoir où elles vont et qui peut les lire. Parce qu'il y a beaucoup de clouds qui ne sont pas chiffrés, qui ne chiffrent pas les données stockées. Et ça veut dire que ça peut être lu par à peu près n'importe qui. Autre question qui revient souvent, c'est la cyberassurance. Alors les cyberassurances se sont un peu plus manifestées ces derniers temps parce que le gouvernement leur a dit qu'il ne faut plus rembourser les ransomware, parce que ce qui se passait, c'est que souvent une entreprise se faisait rançonner, payait la rançon et était couverte quelque part par son assureur. Donc du coup, les gens payaient l'assurance, même s'ils n'étaient pas sûrs de récupérer leur data, ils payaient l'assurance beaucoup plus facilement. C'est quoi, quelle est la bonne démarche pour Hervé pour Alors, les assurances sont importantes, sont une des armes à disposition des entreprises, donc sont très utiles. Elles sont utilisées dans 25% des cas aujourd'hui. Dans la gestion des crises après une attaque. Donc c'est quelque chose qui est important, ce qui montre aussi qu'elles peuvent ne pas être utilisées pour restaurer les données, par exemple. Mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, ça pose quand même un certain nombre de questions, que les assureurs commencent à perdre de l'argent, que ça peut être donc compliqué comme modèle économique aujourd'hui devant les risques de plus en plus importants qui sont pris. Donc on n'est pas dans une arme aujourd'hui qui serait magique et qui serait la solution à tous nos maux de cyber. Et puis n'oublions pas que l'assurance, elle vient après. Donc le dommage est déjà fait. Donc l'assurance va permettre d'accompagner les entreprises dans les démarches qui vont pouvoir être faites, va permettre de les accompagner financièrement dans une certaine mesure. Mais je dirais qu'on a toutes les étapes préalables qu'il faut d'abord soigner, d'abord mettre en œuvre, qui sont bien plus importantes à mon sens. Oui, je suis complètement d'accord. Surtout l'assurance, c'est comme en voiture. L'assurance, elle est là pour compenser. C'est une compensation. C'est pas une protection. C'est pas de l'anticipation. C'est pas de l'évitement. C'est de la compensation. C'est-à-dire, voilà, vous êtes mort, on compense avec un peu d'argent. C'est un peu pareil pour l'entreprise. C'est exactement pareil. Alors l'histoire du rançonnage. Les assureurs préféraient payer la rançon parce que c'était moins cher que de compenser la perte de chiffre d'affaires, etc. C'est une question logique, pécuniaire. Maintenant, c'est vrai que c'est important parce que les assureurs mettent à disposition des solutions de réponse sur incident, des solutions d'accompagnement. Et c'est plus cette partie du contrat, moi, que je trouve très intéressante, qui est de savoir qu'on a quelqu'un, et souvent les assureurs sous-traitent à des experts, on a quelqu'un qui peut nous aider en cas de problème. Donc ça peut être la partie de je me fais aider en cas de problème, et donc il faut presque le voir plutôt comme ça, comme une espèce d'assistance juridique, j'ai envie de le comparer, plutôt que de voir je suis cyberassuré, donc si j'ai un problème, je vais être remboursé. Je le vois plutôt comme... On prendra peut-être des questions dans la salle si vous en avez, préparez-les. Je vais encore poser une question à nos invités, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Aujourd'hui, une société bien protégée qui donne les gages de cybersécurité, pour elle, c'est une façon aussi de mieux se valoriser, d'être plus performante. Ça aussi, ça rentre au capital de l'entreprise. Sébastien, ouais, on peut faire... Vas-y, on va faire dans l'ordre. Je te compléterai. Alors... Il y a un point qui est très intéressant, c'est que dans les valorisations du capital d'une entreprise, dans la valorisation de la société, on a une perte maintenant quand il y a des rachats, des LBO ou des investissements, il y a une perte de valeur de la société si elle n'a pas un certain niveau de sécurité. Ça peut aller jusqu'à 20% de décote du montant de la boîte si elle n'est pas protégée. Parce qu'évidemment, quand un investisseur va investir dans une société, si celle-ci présente un risque cyber, il sait qu'il y a un risque opérationnel derrière. Et donc forcément moins de valeur.
Donc ça, pour moi, c'est vraiment... ça montre à quel point la cybersécurité a changé par rapport à il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on regardait même pas, les investisseurs ne regardaient même pas. Aujourd'hui, on regarde, ah oui, il y a un risque de sécurité, ça vaut moins cher. Donc, et au niveau de la performance aussi, évidemment, avoir des process qui sécurisent la société, en fait, ça aide dans la structuration des process industriels, dans la qualité. Un peu comme à l'époque ISO 9000. Là, on a ISO 27000 qui aide à structurer, qui donne une meilleure qualité au produit final. Et ça peut être un gage de compétitivité. Oui, j'allais le dire, c'est aussi prendre le volet de l'autre côté en tant que fournisseur de services. On parlait de la confiance dans le tiers dès lors qu'on emmène nos données dans le cloud. Et qu'évidemment, dès lors qu'on fait ce chemin-là, la question est importante de savoir est-ce que le partenaire à qui vous avez confié vos données mérite votre confiance ? Est-ce que lui-même met en jeu tous les process nécessaires, tous les gages de sécurité, de telle sorte que vos données soient bien utilisées, qu'il n'y ait pas de risque qui soit pris ? Donc pour ça, il y a effectivement, tu le citais Sébastien, les normes 27001 et tout l'écosystème associé. En tant qu'hébergeur de données de santé, compte tenu de l'importance de ces données, il y a des notions de certification d'hébergeur de données de santé avec plusieurs critères suivant ce que vous faites et la profondeur de l'intervention. Donc évidemment, toutes ces certifications qui sont mises en œuvre sont extrêmement importantes pour valoriser toutes les sociétés qui travaillent déjà dans le domaine de la sécurité en tant que prestataire de services. C'est même incontournable. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même peu d'acteurs sur le marché qui vont solliciter des acteurs, des prestataires de services sans regarder attentivement et de plus en plus, en tout cas, ces niveaux de certification. On a même l'ANSSI qui est en train de travailler sur une certification de prestataire d'administration de maintenance sécurisée qui devrait sortir, là, je crois, dans les mois qui viennent. Donc on voit bien que ces sujets-là sont en train de se développer pour donner des gages de confiance aux entreprises. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? N'hésitez pas, levez le bras et puis on vous passe le micro. Oui. Monsieur, hop. Voilà, on vous apporte le micro. Madame, pardon, j'ai la lumière dans les yeux. Bonjour, Flore Fauconnier, Société Major, on a un média. Je me demandais en matière de formation, vous avez dit que c'était super important de former les salariés à la cybersécurité, mais que d'un autre côté, le lendemain, éventuellement, ils ont déjà tout oublié. Pour vous, comment est-ce qu'on doit choisir une formation, un organisme de formation, un formateur, pour être sûr qu'il sera efficace et qu'après, les salariés sauront faire et ne laisseront pas des trous dans la raquette à tous les étages de l'entreprise ? En fait, je pense que c'est pas tant le formateur, c'est plus d'abord l'état d'esprit des personnes formées. En fait, pour moi, le travail est plutôt à faire en amont dans l'entreprise, dans l'organisation, la gestion, l'administration et l'organisation de l'entreprise, pour que quelque part les collaborateurs demandent la formation. À partir du moment où c'est une formation imposée et on va dire subie, elle sera inefficace comme toute formation. On le sait bien, à l'école, on était les premiers à ne pas suivre les cours qui ne nous intéressaient pas. Donc, Oui, je rejoins ce que dit Sébastien. Le problème ne va pas tellement être la bonne société de formation ou la mauvaise. Enfin, effectivement, il y aura différents niveaux de qualité et on peut vous accompagner si vous le souhaitez. Mais le sujet est vraiment la démarche de formation dans le temps pour une entreprise. Comme on le disait tout à l'heure, justement, je crois qu'on n'a pas tellement insisté sur cette formation. C'est-à-dire que la formation qui est faite à l'instant T, s'il n'y a pas la démarche permanente de sensibilisation et d'autres mécanismes qui vont être mis en place de sensibilisation dans l'entreprise tout le temps, cette formation ne servira à rien. Parce que, je le disais aussi tout à l'heure, on n'est pas très conscient finalement des risques à titre individuel en termes de cybersécurité. Alors on va être plus ou moins conscient en fonction de notre historique. Et puis quand vous avez vécu une attaque, je pense que là vous êtes super conscient. Mais c'est pas si visible que ça. Donc on a besoin de temps, on a besoin de répétition. Il y a beaucoup de choses ludiques qui se mettent en place dans les entreprises pour sensibiliser, pour rappeler. Il y avait le mois de la cybersécurité aussi qui était le mois dernier. Oui, mais je pense que le côté gaming, gamification, tout ça peut être pas mal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous, tous les 3 mois, on doit changer son mot de passe et on le voit, même si c'est qu'une fois tous les 3 mois, tout le monde le voit comme une contrainte, ce qui est quand même pas très compliqué de changer son mot de passe. Mais voilà, donc je pense que sur les formations, peut-être insister. Moi, celle qui marche souvent, je vois où il y a un côté un peu gamification, un peu un challenge, choses comme ça. Et puis évidemment, avoir des piqûres de rappel régulièrement. Après, c'est la RH qui doit prendre le relais aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, monsieur.
Bonjour, Philippe Sordet du club des dirigeants réseau télécom. Nous sommes un club de 230 opérateurs de services, intégrateurs et éditeurs, même dans la sécurité. Et nous, on constate de plus en plus ce qu'on appelle des attaques en masse, des attaques de DDoS, alors pas encore des opérateurs français, mais on voit des opérateurs anglo-saxons qui sont attaqués. Et qu'est-ce que vous nous préconisez? Parce que c'est quand même, si un opérateur est complètement bloqué, c'est quand même tout le système, notre système qui est bloqué. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors, je vais peut-être prendre la question. On rappelle juste attaque DDoS. Donc déni de service, voilà. Vas-y, j'y répondrai après. Toi, tu auras la partie. Déni de service distribué, DDoS. Distributed Denial of Services, c'est-à-dire qu'on va essayer de saturer un lien ou une application en envoyant des milliers, des millions, des milliards de requêtes dessus. Et donc le serveur tombe et le serveur ou le lien devient voilà, ou inaccessible. le routeur ou le firewall ou tout ce qui est sur le chemin du flux peut tomber. Alors, en tant qu'opérateur, on est forcément en première ligne parce qu'avant que les données et que l'attaque elle arrive chez vous, elle est passée par chez nous. Enfin, si vous avez souscrit auprès de SFR, elle sera passée par chez nous. Et donc, en tant qu'opérateur, nous-mêmes, vous imaginez bien qu'on a des obligations et un intérêt majeur à sécuriser notre propre réseau. Donc nous avons nous-mêmes des mécanismes extrêmement sophistiqués qui font que devant les attaques massives qui interviennent, nous allons couper le trafic ou limiter le trafic. Et vis-à-vis des entreprises, on met à disposition des offres de services qui permettent de cibler par rapport à une attaque qui arriverait sur une entreprise. On va cibler uniquement le trafic qui vient d'une origine, qui est l'origine de l'attaque, pour permettre de continuer à délivrer le service qui reste bon pour l'entreprise en question. Donc c'est des offres de services effectivement qu'on conseille largement aux entreprises qui ne sont pas très souvent aujourd'hui prises. Parce que peut-être que le nombre d'attaques de type DDoS n'est pas encore extrêmement visible. Et pourtant, il y en a un, je crois que c'est dans 30% des entreprises qui se font attaquer chaque année sur ce type d'attaque. Je crois que ce n'est pas encore suffisamment visible. On parle tout le temps de ransomware et autres, mais pour autant, vous avez tout à fait raison. Ce genre d'attaque est extrêmement important et il existe des solutions pour le coup très simples. Donc voilà, je ne peux que conseiller d'avoir recours à ce type de prestation. 1 minute 30 pour terminer. Juste un dernier mot. Il y a un point, encore 2-3 questions, mais il y en a un. Security by design, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. C'est de dire, dès que quelqu'un développe une application mobile pour l'entreprise et tout ça, avoir toujours ça en tête. C'est l'un des points importants aussi. Donc on va penser sécurité dès le début, même si c'est une application de commerce, de quoi que ce soit, même si c'est un jeu pour l'entreprise. C'est d'ailleurs noté dans le RGPD. Oui. Dans le règlement général de protection des données personnelles, qu'on doit développer avec la security by design, c'est-à-dire en pensant le projet dès son origine avec la sécurité. Et non plus comme c'était le cas avant, où le projet était développé, le logiciel, le site web, peu importe, et après on se disait tiens, on va le sécuriser. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus dur. Donc le security by design, c'est le métier qui, lorsqu'il conçoit, lorsqu'il fait son cahier des charges, il met dedans la sécurité et comme ça l'intègre au projet. Messieurs, il me reste à vous remercier. Hervé Le Costumaire, donc directeur du déploiement des services de SFR Business, et Sébastien Viou, consultant évangéliste Storm Shield. Voilà, deux acteurs auprès de qui vous pouvez vous adresser aussi pour être certain d'avoir une cybersécurité. Enfin voilà, essayer de la mettre plus performante. Messieurs, merci. On peut vous applaudir. Merci à vous. Merci. Et on passe à notre dernier atelier de la journée sur le recrutement, les compétences, la guerre des talents. C'est dans un instant.